Salut à tous, je vous souhaite une belle année 2024 et je vais commencer l'année en vous parlant du contrôleur FarDriver. Ça fait longtemps que je veux faire cette vidéo et j'ai pris le temps donc de la préparer. Donc en fait voilà, donc c'est un contrôleur, il y a énormément de choses à dire là-dessus. C'est le contrôleur que j'utilise depuis 2 ans environ et donc je vais commencer à dire pourquoi je choisis ce contrôleur-là. Tout d'abord, c'est parce que c'est un contrôleur qui accepte pour le ND100. Donc en fait, il prend 100 volts nominal, il prend jusqu'à 120 volts pic. Donc on peut monter jusqu'à 28 S en batterie. Donc ça c'est hyper intéressant pour moi, comme étant constructeur de batterie, comme ça je peux tester tous les différents modèles. Et surtout parce que les volts en fait, la tension, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important en fait pour avoir une machine cohérente en termes de puissance, d'efficacité, d'autonomie. Donc je vais te faire un petit dessin pour te montrer en fait pourquoi les volts déjà c'est le premier truc à prendre en compte. Du coup, les volts, c'est trop bien. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais te faire un dessin. Donc je fais une petite frise comme ça. Et là, on va dire que c'est un moteur quelconque qui prend maximum 9000 RPM. Voilà, ça c'est le max que ce moteur-là il peut prendre. Il y a des moteurs qui peuvent prendre plus ou moins, on s'en fout. Et si je mets une batterie 60 volts sur ce moteur, je vais peut-être atteindre ici, là, comme ça. Donc 60 volts, je vais peut-être atteindre 5000 RPM par exemple. Si je mets une batterie 72 volts, ce sera un peu plus. Si je mets une batterie 80 volts, ce sera un peu plus. Si je mets une batterie 87 volts, ce sera encore un peu plus. Donc là, je vais peut-être prendre, on va dire 5800. Là, je vais prendre 6500. Et là, je vais prendre 7000 RPM. Donc en fait, avec mes 60 volts, je prends maximum 5000 RPM. Même si le moteur, il peut aller jusqu'à 9000. Avec la 72 volts, ça va être 5800 RPM. Avec la 80 volts, 6500 RPM. Avec la 87 volts, 7000 RPM. C'est des valeurs que j'ai inventées, mais c'est à peu près ça l'idée. Et tout ça, en fait, là, du début à ce nombre de RPM, c'est ce qu'on appelle la phase de MTPA. Le MTPA, c'est tout simplement le contrôle de couple. C'est l'accélération réelle jusqu'à tant de tours minute avec tant de tension. Et ensuite, quand on veut atteindre le maximum que peut faire le moteur, les 9000 RPM, il faut soit grimper en volts, soit émuler les volts avec du field weakening. Donc, ici, si je veux atteindre les 9000 RPM avec ma 87 volts, j'aurai cette plage-là de MTPA et cette petite plage de field weakening qui correspond à 15%, à peu près 20% de la plage d'utilisation totale. Par contre, si j'ai une 80 volts, le field weakening comme ça, il y en a un peu plus. Si j'ai une 72 volts, il y en a encore un peu plus. Et si j'ai une 60 volts, j'en ai encore plus. Donc en fait, avec le 60 volts, ma plage de field weakening, elle est énorme, elle est totalement éclatée. Et le field weakening, en fait, l'émulation de tension, ça vient puiser directement dans les ampères qui vous donnent cette puissance et cette accélération jusqu'à X RPM. C'est pour ça que faut éviter en fait d'avoir trop de field weakening. Le field weakening, ça bouffe de la puissance, ça demande beaucoup d'ampères. Donc ça amène à un autre problème, ça veut dire que ça consomme et ça veut dire qu'il faut une batterie à très forte décharge. Donc faudrait avoir du push cell ou des P45 avec pas mal de parallèles en fait pour pouvoir décharger à mort, pour pouvoir compenser l'émulation de tension en fait en field weakening. Le moteur IPM, il accepte assez bien le field weakening, mais le moteur Suron d'origine par exemple, il déteste ça. Donc il faut éviter voilà, de frapper beaucoup dans le field weakening. Alors, il y a des moteurs qui ont plus ou moins des RPM maximum.
si on a un moteur qui a plus de RPM maximum, il permettra peut-être d'avoir plus de RPM en MTPA avec une batterie avec moins de volts. Mais tous ces moteurs qui tirent plus long de base, ils ont forcément moins de couple aussi au départ. Donc il faut avoir un moteur adapté à son besoin. Il faut ensuite avoir une batterie adaptée à son moteur. Donc voilà. Donc là, ben, faut aussi se dire que le field weakening, là par exemple, si on prend la batterie 60 volts, on se rend compte qu'on a pratiquement 100% de field weakening pour atteindre les 9000 RPM. On va avoir autant de MTPA que de field weakening. En général, 100% de field weakening, ça flingue les moteurs. Même les IPM, c'est pas trop recommandé de foutre 100% de field weakening. C'est énorme. Donc on n'espérera même pas atteindre les 9000 RPM là, dans cette configuration, avec la batterie de 60 volts. Même si le contrôleur, il peut le pousser jusque-là. Ça va générer une chauffe importante, une consommation délirante. Et voilà, donc c'est pour ça que les volts, bah c'est très important. On se rend bien compte de toute façon que la plupart des véhicules modernes là, qui marchent fort, ils n'arrêtent pas d'augmenter la tension. Puis augmenter la tension, bah, ça veut dire moins de sections de câbles, moins besoin de décharge sur les cellules, donc des batteries moins chères. On a beaucoup plus de performance quand on est en MTPA que quand on est en field weakening. Ça accélère autrement mieux en fait. Donc les volts, c'est la clé pour moi. Donc à toi de voir, hein, est-ce que tu es plutôt team ampère ou team volt? Voilà, c'est toi qui vois. Parce que plus d'ampères, bon, ça va amener à une plus forte consommation, ça va amener à plus de décharge sur la batterie, plus de sag sur la batterie, plus de sag de tension. Ça veut dire aussi qu'on a des batteries qui ont plus d'ampères-heure, donc elles sont beaucoup plus longues à recharger aussi. C'est des petits détails comme ça qu'il faut prendre en compte. Et il faut se faire une combinaison en fait qui va bien, qui correspond à son besoin entre couple, donc le moteur qui prend ses RPM max, mais en fonction du couple au départ, et ensuite combien de volts on lui balance pour pas faire trop de field weakening, et quelle vitesse de pointe on espère atteindre aussi. Si on est un pur enduriste ou un pur routier, c'est pas du tout le même délire, donc on n'aura pas forcément la même configuration. Et du coup, ce que j'ai pu remarquer aussi avec mon usage personnel, hein, c'est qu'en général, les moteurs IPM qui sont bons, même assez routiers, là, tout ce qui est Socion, moteur Torp, tout ça, bah, le top c'est de les mettre en 80 volts parce que ils ont quand même un RPM rated, c'est-à-dire le max RPM avec la tension donnée qui est un peu élevé, mais moins qu'un moteur Suron quand même. Donc 80 volts, ça me paraît bien là-dessus. Et après, on peut atteindre des vitesses intéressantes et une plage de field weakening pas abusée. Par contre, un moteur QS qui a un énorme couple au départ, qui ne demande pas forcément beaucoup d'ampères et qui est un moteur pur off-road, mais qui n'a pas énormément d'RPM max. Là, on est meilleur en fait si on grimpe encore plus en tension. En 80 volts, il sera excellent. 72 volts, il marche très bien aussi pour tout ce qui est single, tout ce qui est montagne et tout. Mais si on veut vraiment avoir cette puissance en fait du début à la fin de la plage d'utilisation, l'idéal ce sera carrément d'être en 87 volts sur ce moteur et d'avoir une faible plage de field weakening. De toute façon, les 100 km/h, on les atteindra très rapidement en mode dragster. Et de toute façon, ce moteur, il n'est pas fait pour faire de l'autoroute non plus. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir une combinaison parfaite en enduro. Si on considère le moteur QS qui est léger, qui consomme peu d'ampères et qui marche extrêmement fort avec des volts, plus le fait que la batterie elle aura moins de sac de tension. Donc le sac de tension en fait pour ceux qui savent pas, c'est juste le drop en fait de volts en instantané, c'est-à-dire la chute de tension en instantané en fait. On peut avoir 10 volts et plus qui peuvent chuter instantanément quand on essore la poignée à fond, juste parce que on demande trop d'ampères.
Ensuite, deuxième point positif, hein, à part la tension, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, bah, c'est l'esthétique. Je trouve que le contrôleur, il ressemble au contrôleur d'origine. Je trouve ça assez joli comme ça, le radiateur et tout. Ça, c'est important. Il fait le poids aussi du contrôleur d'origine, avec les performances qu'il a. Donc, je trouve que c'est très intéressant de ne pas avoir un truc qui fait le poids d'une grosse brique. Parce que le but un peu de la machine, de la Lightbee surtout, c'est d'éviter de prendre non plus un poids extrême. Et puis couplé avec un moteur QS, lui aussi qui est assez léger, qui fait 2 à 3 kg de moins que les autres moteurs custom. Bon, sinon, le troisième point important pour moi, c'est les performances. Donc les performances générales, elles sont juste excellentes. Que ce soit en termes d'ampères ou de volts, il y en a largement assez pour toutes les configurations de moteur et d'usage. Donc ça marche très fort. On a obtenu des temps exceptionnels en compétition, que ce soit en usage routier, enduro, trialisant. On a une très très bonne sensibilité, très bonne performance générale et une grosse plage de réglage. Donc ça vraiment pour moi c'est important, voilà, d'avoir des bonnes performances. C'est quelque chose qui marche fort. On est sur un contrôleur à 30 fêtes. Donc voilà, on les sent, ils sont bien présents, surtout quand on a besoin d'utiliser par exemple du field weakening. C'est à ne pas faire, hein, mais juste pour donner un exemple, avec une 60 volts custom et le moteur sur rond et une couronne 58, pousse la moto à plus de 105 km/h, alors que d'origine, la moto elle plafonne à 56 km/h, je parle GPS quoi, hein, avec cette même couronne. Donc ça permet vraiment de tirer toute la puissance possible sur n'importe quelle batterie, n'importe quelle configuration. Maintenant le quatrième point positif qui est essentiel pour moi, c'est la compatibilité. Voilà, on a une grande liberté de compatibilité. Moi j'ai déjà branché au moins 7 moteurs différents dessus. Et à chaque fois, bah, ils ont tous marché parfaitement bien et c'est pas très compliqué de faire un réglage, un mapping adapté au moteur qu'on installe sur la moto. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On peut vraiment faire toutes les possibilités de batterie, de moteur et de transmission, donc bah, qui sera adapté aussi à tout ça. Et enfin, ben, dernier point positif, mais c'est que on est déjà bon, le contrôleur il est fiable. On a pas mal de recul sur ce contrôleur. C'est le contrôleur le plus utilisé dans le monde en fait de la conversion de moto thermique. Donc c'est quand même pas rien déjà. Et puis on est quand même de plusieurs constructeurs de batteries à utiliser ce modèle de contrôleur. Donc c'est pas pour rien. Moi, en tant que préparateur et après avoir essayé de nombreux modèles différents, c'est celui-là qui attire le plus mon attention et que j'ai choisi. Donc ça, c'est important. Puis on est bien placé niveau tarif, c'est un contrôleur voilà, qui est bien placé. Il y a un autre point positif pour moi, c'est que il y a deux grands fabricants de moteurs qui font des super moteurs. Vous les connaissez sûrement, donc il y a QS Motors, il y a Saution, et ce sont ces deux constructeurs de moteurs. Ils font des moteurs en fait qui sont développés autour des contrôleurs Far Driver. Donc ça veut dire que bon, on a une très bonne compatibilité déjà forcément et que on est sûr que ça va super bien marcher avec ces produits-là. Donc ça aussi pour moi c'est important parce que c'est les moteurs qu'on voit le plus, qui sont les plus intéressants à ce jour d'ailleurs. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Sinon pour les points négatifs en fait, il n'y a pas grand chose, mais chaque contrôleur a ses défauts. Donc il y a juste l'agencement des câbles en fait au montage. Bon, on galère juste 5 minutes à placer les prises sous le Neumann comme un contrôleur d'origine là. Faut bien mettre les prises, tout ça. Voilà, bon, c'est pas grand chose. Et sinon, ben, l'interface de l'application, voilà, il est pas super graphique en fait. Il est assez brut, donc ça peut être critiqué, mais moi en fait, je trouve que au moins c'est super pratique. Ça permet d'aller dans un menu déroulant en fait, trié par catégorie et tous les réglages en fait, ils sont faits par des valeurs. Donc il suffit juste en fait de s'y intéresser un tout petit peu et on comprend rapidement en fait comment paramétrer son contrôleur. Surtout que si vous l'achetez à moi ou à un revendeur français qui connaît un peu son produit, il saura complètement vous aiguiller, vous expliquer comment fonctionne tout ça et ce sera vraiment pas un problème. En contrepartie, à l'application, il y a quand même des petits points positifs, hein. Elle permet de on peut lier un propriétaire à l'application en fait.
Ça veut dire qu'on ne peut pas se faire dérégler le contrôleur par quelqu'un d'autre comme ça, sans l'accord en fait du propriétaire. C'est assez bien fait, il y a un mail qui est associé en fait au contrôleur. Bien sûr, les droits peuvent être libérés à tout moment. Et ils ont aussi ajouté une fonctionnalité de remote control, de contrôle à distance, qui permet donc, juste en entrant le mail d'un ami ou de son vendeur par exemple, pour qu'il puisse accéder à votre contrôleur et le paramétrer à votre place, sans pour autant pouvoir sauvegarder. Donc il ne peut pas faire n'importe quoi non plus, il fait le réglage et c'est le propriétaire qui sauvegarde, qui valide la modification. Donc c'est un peu comme un TeamViewer, mais ça marche beaucoup mieux. Voilà, je pense avoir un peu fait le tour du pourquoi, du comment j'utilise ce contrôleur. Je l'apprécie. Maintenant, juste j'aimerais, voilà, parce qu'il y en a qui ont peur de l'application, des réglages et tout, donc je vous fais une petite vidéo rapide là, pour terminer là-dessus. Par rapport à l'application, donc, quand on lance l'application, voilà, en bas on peut repérer des onglets comme ça. Donc en général, on se connecte tout à droite sur l'onglet comme ça. On se connecte au contrôleur ici en fait. C'est ici qu'on peut se connecter au contrôleur. On a l'onglet graphe qui permet de visualiser tout ce qui se passe en temps réel ou de diagnostiquer des problèmes. Voilà, ça sert à ça. Et puis on a l'onglet Paras en bas à gauche. Donc il faut ouvrir le mode Pro pour avoir accès en fait à tous les réglages du contrôleur. Donc en fait c'est juste sur cette page là, on a un menu déroulant avec des catégories qui permet de régler tout le contrôleur en fait. Donc je vais pas vous faire en détail toute l'application, ça va prendre 1000 ans, mais par exemple dans Parameters, on peut régler son courant de ligne qui correspond au kilowatt, les chevaux, son courant de phase, c'est le couple maximum, le nombre de paires de pôles, on peut verrouiller la vitesse du moteur, on peut jouer sur le temps de réponse à l'accélération, le temps de réponse à la décélération, on peut jouer sur la zone morte de l'accélérateur. On a différents types de cartographie. On peut avoir une cartographie plus typée 2 temps avec le début des gaz plus creux, ou alors plus typée 4 temps avec du couple tout de suite. En fait, voilà, on peut gérer tout ça. Le ratio in-speed, c'est tout simplement la courbe de gaz. Le ratio in-gear, c'est là qu'on peut régler indépendamment chaque mode. Parce qu'on peut mettre 2 ou 3 maps sur le contrôleur. Moi, je préfère mettre 2 maps et switcher à la volée sans prendre la tête en roulant pour passer d'une map énervée à une map tranquille. Donc, on peut jouer pareil sur les chevaux, sur le couple et sur la limitation de vitesse de chaque mode. Ensuite, ici, on peut créer une courbe de régène en fait en fonction des tours minutes moteur. C'est-à-dire qu'on peut avoir plus ou moins de force de frein moteur en fonction de la vitesse de la moto. Un peu comme une vraie boîte à vitesse. Donc ça peut être stylé pour ceux qui ont besoin de ça. Là, on peut activer ou désactiver des fonctions. Le display, on peut tout simplement paramétrer un écran qui utilise du one line. Donc, comme le compteur Suron off-road par exemple. On peut totalement régler au kilomètre heure près le compteur. Puis il y a d'autres compteurs qui sont en train de sortir en fait, qui sont intéressants avec Google CarPlay et tout. Enfin, mais c'est des trucs un peu plus gros, la taille d'un smartphone en fait, c'est plus pour un usage routier. On a des protections, les coupures de batterie, tout ça. Là, on peut réduire aussi la puissance à tant de volts de la fin de la batterie. On peut régler tout ça. Les PID, le comportement du moteur. Et voilà. Donc, puis dans Product, on peut toucher encore tout un tas de trucs qui ne sont pas forcément utiles tout de suite, mais ça permet voilà, de bidouiller des réglages. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Franchement, il faut vraiment pas avoir peur de cette application. C'est hyper complet et intéressant, sans pour autant être une usine à gaz. Il y a vraiment juste ce qu'il faut en fait. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ça pourra t'aider dans tes choix futurs. Et n'hésite pas à me contacter pour du matériel ou une préparation ou si tu as besoin d'aide dans tes choix. Voilà, si tu veux une moto qui marche super fort, n'hésite pas à me contacter.